Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera du piratage des contenus sportifs. Quels impacts juridiques pour les diffuseurs? Ce sera dans quelques instants avec Emmanuel Durand, avocat associé au sein du cabinet DWF. On évoquera ensuite les 10 ans du CPF avec Maxime Seno, avocat associé chez Veiljourde. Et enfin, on parlera de la prime de partage de la valeur avec Julien Perdrizo Renault, avocat senior chez Simmons & Simmons. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. Piratage de contenu sportif, quels sont les impacts juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Emmanuel Durand, associé chez DWF. Emmanuel Durand, bonjour. Bonjour Arnaud. Les piratages de contenu sportif mettent en péril les investissements et les droits de propriété intellectuelle des diffuseurs. Ils soulèvent également des enjeux juridiques complexes. Qu'est-ce que l'IPTV? Quand est-ce que c'est légal et quand est-ce que c'est illégal? Alors, recevoir la télévision, traditionnellement, ça se faisait par voie hertzienne, par câble, par satellite. Et l'IPTV, c'est simplement, du fait de l'évolution des technologies, notamment de la fibre optique, la possibilité de recevoir des contenus télévisuels via Internet. Donc l'IPTV, c'est simplement ça. Il y a des IPTV qui sont parfaitement légales. Par exemple, l'application MyCanal, c'est de l'IPTV. C'est un agrégateur de chaînes de télévision, c'est parfaitement légal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'IPTV, on parle surtout d'IPTV illégal. C'est quoi? C'est simplement des opérateurs qui vont pirater des chaînes de télévision et qui vont les proposer au public contre des sommes. C'est pas gratuit en général, mais c'est des sommes qui sont en général inférieures aux offres légales. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces opérateurs ne supportent pas les coûts, notamment d'acquisition des droits, qui sont supportés par les opérateurs légaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IPTV illégal, mais l'IPTV, c'est simplement un moyen d'accéder à des chaînes de télévision par Internet. Quel est l'état aujourd'hui de la consommation illégale de contenu sportif en France? Alors, l'ARCOM a publié des études assez intéressantes l'année dernière, fin de l'année 2024, qui montrent que le piratage, de façon générale, n'évolue pas à la hausse, et notamment sur tout ce qui est cinéma et sur ce qui est streaming, on constate que c'est plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'offres légales qui sont assez accessibles finalement. Par contre, ce qu'on constate, et ça c'est notamment le cas en matière de football, à la suite de l'attribution des droits à DAZN, c'est qu'en matière de contenu sportif, il y a une vraie évolution à la hausse. L'IPTV illégal et l'accès illégal au contenu sportif augmentent beaucoup, avec une tendance en plus des consommateurs à vraiment assumer ça via l'acquisition par exemple de boîtiers. Donc on a aujourd'hui pas mal de consommateurs qui, de façon tout à fait volontaire, vont accéder à des contenus sportifs de façon illégale. Alors du coup, quelles sont les conséquences, notamment sur le plan financier, pour les détenteurs de droits et pour les opérateurs audiovisuels qui ont acquis ces droits? Alors, le montant total des droits sportifs en France, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros et l'ARCOM évalue le manque à gagner de l'ensemble de la chaîne, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les détenteurs de droits, à environ 300 millions d'euros. Et c'est vrai que C'est conséquent. c'est conséquent. Ça touche l'ensemble de la chaîne. Ça touche également le sport amateur, par exemple, puisque vous savez que via la taxe Buffet, le sport amateur reçoit une partie des droits audiovisuels. Donc, Bien sûr. somme qui n'est évidemment pas reçue du fait de la consommation illégale. Puis ça se crée un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de moyens. S'il y a moins de moyens, il y a moins de possibilités d'investir. S'il y a moins de possibilités d'investir, il y a moins de qualité, donc moins d'attractivité, donc moins de moyens encore. Donc c'est un cercle vicieux qui est assez dangereux, c'est clair. Quels sont les moyens juridiques justement pour lutter contre ce fléau, contre le piratage, et que risquent les utilisateurs de contenus illicites? Alors le principal problème du piratage, c'est la réactivité. Si vous devez faire un constat d'huissier, aller voir un juge et avoir un jugement dans les 2 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, ça sert à rien. Et même en référé, la difficulté, c'est que c'est une action a posteriori finalement. Et en matière de piratage, juridiquement, pour pouvoir lutter contre ça, il faut pouvoir faire des actions a priori.
La difficulté, c'est qu'on est dans un état de droit, c'est que normalement c'est le juge qui est compétent pour ce genre de choses et pas l'administration. Donc on a un espèce d'équilibre à trouver qui n'est pas forcément facile. Alors qui a été trouvé à partir de 2021, il y a une loi qui a été adoptée, qui est aujourd'hui codifiée dans le Code du sport aux articles 333-10 et 333-11, qui est un espèce de système hybride qui fait une intervention du juge au départ et puis une intervention de l'administration, des autorités administratives via l'ARCOM, qui permet de réagir plus vite. Donc le juge, par le biais d'une ordonnance donc non contradictoire, va pouvoir bloquer un certain nombre de sites qui sont d'ores et déjà affirmés comme étant pirates. Et puis derrière, sur la base de cette ordonnance, l'ARCOM peut aussi intervenir pour bloquer des nouveaux sites, parce que les pirates sont très réactifs, ils ont des sites miroirs, ils sont ingénieux. Et donc, sur la base de cette ordonnance, l'ARCOM, derrière, peut bloquer de façon très dynamique de nouveaux sites. Donc, on a un système hybride qui est assez efficace. Qui ne règle mais pas suffisamment, visiblement. Qui ne règle pas tout, très loin de là, mais qui permet quand même d'avoir une efficacité plus importante. Après, sur les pirates eux-mêmes, un pirate, c'est rien d'autre qu'un contrefacteur. Donc il y a les règles légales de la contrefaçon, avec 3 ans de prison maximum pour un contrefacteur. Maintenant, très franchement, ils sont rarement basés à Paris et à Toulouse, donc c'est très difficile de les attraper. Et puis sur les consommateurs, là encore, c'est difficile. Le moyen le plus efficace, ce serait bloquer Internet. Maintenant, c'est une liberté fondamentale aujourd'hui, finalement, d'accéder à Internet. Donc, on a un système de riposte graduelle où l'ARCOM va envoyer un certain nombre de mails en cas de consommation de contenu illicite. Et puis, derrière, en fonction, si le consommateur persiste, ça peut aller jusqu'à une action pénale. Alors, en 2024, il y a eu 232 actions pénales qui ont abouti à une sanction avec un maximum de 1 500 € d'amende. D'accord. Donc, il y a un rapport bénéfice-risque qui est fait par le consommateur et on voit bien de quel côté la balance peut pencher de ce côté-là. Donc, en définitive, les moyens, ils apparaissent pas suffisants ? Les moyens sont rarement suffisants en matière de piratage. Vous savez, le piratage, c'est comme la lutte contre le dopage, c'est la course entre le gendarme et le voleur. Et le voleur, il a moins de contraintes et il est en général plus efficace. Donc les moyens, juridiquement, très franchement, avec la loi de 2021, ils ont pas mal fait avancer les choses. Il y a eu des actions qui ont été diligentées à la fois par des diffuseurs, par beIN, par Canal, par la Ligue de football, par la Fédération française de tennis, qui ont abouti à un certain nombre de blocages de contenu, mais ça ne suffit pas, c'est très clair. Quelle est l'évolution de la jurisprudence sur cette question ? Alors, je vous l'ai dit, la jurisprudence, elle a évolué à partir de 2021-2022 du fait de l'application de l'article 333-10. Donc, on a eu pas mal de blocages de sites. Donc, au niveau des pirates eux-mêmes, il y a des décisions jurisprudentielles qui sont importantes et intéressantes pour les détenteurs de droits. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, par contre, au niveau des consommateurs, les actions sont assez peu importantes. Et puis au niveau des pirates eux-mêmes, la principale difficulté, c'est qu'ils ne sont pas en France. Alors, je lisais par exemple dans l'équipe que plus de la moitié des gens qui avaient regardé le Classico entre l'OM et le PSG avaient regardé ça de façon illégale. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite pour éviter que ce type de situation se reproduise ? Alors pour moi, il y a 3 principaux axes sur lesquels il faudrait pouvoir insister. Alors, le premier, il est juridique. Je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus loin en matière juridique, et notamment pour pouvoir bloquer les contenus plus vite encore. Bloquer les contenus plus vite, la difficulté, c'est que s'il y a une part d'arbitraire, vous savez, c'est toujours la même difficulté. Bloquer vite, c'est l'administration qui peut le faire, et il faut quand même avoir des garde-fous. Maintenant, pour pouvoir aussi arriver à un meilleur contrôle du piratage, je pense qu'il y a un axe qui est important, qui est la coopération internationale. Ça, c'est important. D'avoir des lois au niveau français, c'est une bonne chose. Pouvoir les appliquer au niveau international et pouvoir avoir une meilleure coopération entre les différents pays, ça permettrait aussi d'aller plus loin en matière de lutte contre le piratage. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Le deuxième aspect, il est technique. Même si les pirates sont très inventifs, techniquement, je pense qu'il y a un aspect qui est important, qui est aussi de mieux mettre les fournisseurs de VPN dans la cause. Les fournisseurs de VPN, le VPN, c'est une sécurisation d'Internet. Maintenant, c'est aussi un chiffre d'affaires, et ils le savent bien, qui est largement lié à ce genre de pratique. Et donc, ils sont réticents
potentiellement à le faire, mais si on arrive à mieux mettre les fournisseurs de VPN dans ce genre de lutte contre ce type de pratique, je pense que ça fonctionnera mieux. Et le troisième, pour finir? Le troisième, il est économique. Il est économique. Je veux juste citer une déclaration du président de l'Arcom qui vient dire que quand il y a une offre à un prix équilibré et raisonnable pour le consommateur, le piratage disparaît. Et ça, c'est un point important. Lorsqu'on arrivera à proposer en matière de sport des offres économiquement plus accessibles, on fera un très très grand pas dans la lutte contre le piratage. Ça veut dire qu'il y a une réforme assez importante à faire dans l'ensemble de la structure de vente des droits audiovisuels. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuel Durand. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet DWF. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des 10 ans du CPF et on va envisager les perspectives. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des 10 ans du CPF et on va envisager les objectifs pour l'avenir avec mon invité Maxime Seynaud, associé au sein du cabinet Veillejourde. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le CPF ? Oui, bien sûr. Le CPF est un dispositif qui a fait suite au DIF, le droit individuel à la formation, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Le ministère du Travail a d'ailleurs organisé en novembre 2024 une grande cérémonie pour les 10 ans du CPF, le compte professionnel de formation. C'est un mécanisme qui permet à chaque salarié, et dans une certaine mesure également aux indépendants, de bénéficier d'un compte sur lequel on met de l'argent. Alors c'est principalement abondé par l'employeur, mais pas exclusivement, pour que chaque salarié ou indépendant puisse se former en allant voir un organisme de formation qui est agréé sur une plateforme qui s'appelle EDOF, qui est gérée, qui est pilotée par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, en allant voir cet organisme de formation qui organise une formation qui doit respecter certaines conditions que je vais expliquer dans un instant, eh bien l'organisme de formation est payé directement par la Caisse. Quelles sont les conditions que doit respecter l'organisme de formation pour que sa formation figure sur la plateforme EDOF? Eh bien, il doit s'agir une formation qui respecte certains critères de qualité. Par exemple, il faut respecter ce qu'on appelle le Calliope, le référentiel national de qualité. Il faut également proposer des formations qui sont certifiantes, c'est-à-dire des formations qui sont globalement enregistrées au RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Voilà en un mot ce qu'est le compte professionnel de formation. C'est le successeur du DIF, le droit individuel à la formation. Et on observe que depuis une dizaine d'années, le CPF a eu une approche tout à fait galopante. C'est-à-dire qu'on a mis dans le CPF, au gré des réformes successives, et il y a une réforme très importante qui est celle de la loi du 5 septembre 2018 pour le libre choix de son avenir professionnel, qui a libéralisé la formation professionnelle. Au gré des différentes réformes, on a ajouté dans le CPF différents dispositifs qui initialement ressemblaient à du DIF, mais qui n'étaient pas véritablement du CPF. Je pense par exemple au DIF élu, le droit individuel à la formation des élus, qui a donné lieu à plusieurs rapports de l'inspection générale des finances et de l'IGAS, notamment au début des années 2020. Et donc le législateur s'est dit que puisque le CPF marchait bien, autant ajouter tout un tas de dispositifs qu'on a, si vous me passez l'expression, CPFisés. Alors le compte professionnel de formation a célébré ses 10 ans en 2024. Quel bilan tirez-vous de ce dispositif ? Alors effectivement, après 10 ans, on commence à avoir un petit peu plus de recul. Alors on avait déjà l'expérience de ce qu'était le droit individuel à la formation, mais ce qui est très intéressant avec la création du CPF, c'est qu'en réalité, on a créé un marché. On a créé un nouveau marché de la formation professionnelle avec ses propres règles, avec ses emprunts à certains dispositifs juridiques, mais également avec la création de nouveaux dispositifs, puisque comme le CPF est piloté par la Caisse des dépôts et consignations, il est donc parfaitement régulé. Enfin, quand je dis parfaitement, je veux dire qu'il est très sensiblement et très lourdement régulé. Et donc, l'administration déploie des règles de droit administratif, mais en empruntant également des règles issues du droit privé. Je vais en parler dans un instant. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est un bilan dans une partie métier très positif, puisqu'on a libéralisé l'accès à la formation professionnelle. En substance, ça signifie que chaque salarié, et dans une certaine mesure les indépendants, peuvent se former quasiment gratuitement. Je dis bien quasiment gratuitement parce qu'une des réformes récentes a été la création du ticket modérateur. On souhaite que le stagiaire de la formation professionnelle participe également au financement de sa formation professionnelle. Le ticket modérateur pour 2025 est d'un montant tout à fait raisonnable parce qu'on parle d'une centaine d'euros. Ça a été créé pour éviter les désistements qui se développaient et qui se multipliaient malheureusement. Donc c'est un bilan
dans une partie métier assez positif, et d'un point de vue juridique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui, dans une approche juridique, on voit qu'on a, je le disais, créé un nouvel écosystème avec ses propres règles. Il y a par exemple, chaque année, en fin d'année, des décrets, enfin je dis chaque année, en fait c'était fin 2023 et également fin 2024, je ne sais pas à partir de quand c'est coutume, mais en tout état de cause, ça fait 2 années de suite qu'à fin décembre, nous avons des décrets qui ajoutent de nouvelles règles au régime du CPF. Par exemple, en 2023, on a interdit la sous-traitance en cascade des organismes de formation. On a imposé que les sous-traitants disposent d'un contrat écrit. On a imposé que les sous-traitants aient ce qu'on appelle le NDA, le numéro de déclaration d'activité. L'idée, c'était un peu de mieux encadrer les activités de formation parce qu'il y avait certains abus. Je ne dirais pas que c'est parce qu'il y avait certains abus, je dirais plutôt que c'est comme on mobilise des deniers publics, puisque tout ça est piloté par la Caisse, comme on a de bout en bout des subsides qui ont vocation à financer la formation professionnelle pour le compte de tiers, eh bien la Caisse veut vérifier l'utilisation des fonds. C'est-à-dire qu'en fait, la Caisse veut vérifier que de bout en bout, on puisse retracer à la fois qui est à l'origine de la contractualisation avec le stagiaire de la formation professionnelle, mais également en bout de ligne, qui a réalisé certains aspects de l'action de formation. Et ce qui est très intéressant, je le disais à l'instant, c'est qu'on a emprunté des règles à d'autres corpus juridiques, puisque dans la sous-traitance, dans le CPF, on fait application des règles de la sous-traitance en regardant les règles de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance en matière de travaux publics. On a également intégré le concept de co-traitance. Lorsque plusieurs organismes de formation se réunissent pour déployer ensemble des actions de formation, on fait application quasiment des règles du droit de la commande publique applicables à la sous-traitance. Et on le voit d'une autre manière, il y a aujourd'hui des marchés publics. C'est pour ça que je disais que c'est un vrai écosystème juridique qu'on a créé. Il y a même des marchés publics de CPF aujourd'hui. Par exemple, France Travail va, de manière assez régulière, se servir auprès d'organismes de formation en passant des marchés publics pour de la fourniture de prestations de CPF, ce qui était assez inenvisageable il y a quelques années. Donc vous l'avez dit, le CPF a contribué à créer un marché de la formation professionnelle, mais comment a-t-il démocratisé l'accès à la formation professionnelle? De manière assez simple, en fait, tout salarié dispose avec son identifiant, son numéro fiscal, de la possibilité de se connecter à moncompteformation.fr. Il voit le montant qui figure sur son compte formation. Il dispose du catalogue EDOF, c'est-à-dire de l'ensemble des organismes de formation qui sont référencés. Et donc sont référencés sur EDOF des formations qui sont éligibles au CPF. Il les choisit. Il contractualise avec l'organisme de formation qui respecte les règles posées par la Caisse des dépôts et consignations, et ensuite il a accès à sa formation. Donc on a, alors il doit évidemment modulo payer le ticket modérateur, mais en réalité il y a une transparence quasiment absolue. Il suffit de se connecter sur moncompteformation.fr pour avoir accès à tout un catalogue et cliquer sur quelques boutons pour signer un contrat. Quelles sont les principales évolutions qui sont envisagées pour le CPF dans les années à venir? Alors, on a la question de l'évolution du ticket modérateur. Bon, maintenant, on sait qu'il y a un principe qui est l'introduction d'un ticket modérateur. La seule question qu'il faudra se poser, c'est son montant et l'évolution de son montant. Ce qu'on voit, c'est une vraie, je dirais pas une révolution, mais c'est un vrai changement qui est intervenu depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. C'est l'augmentation des contrôles de la part de la Caisse. La Caisse vient vérifier le service fait, c'est-à-dire que la Caisse, par définition, ne peut payer que lorsque la prestation a été réalisée et correctement réalisée. Donc elle vient vérifier le degré de réalisation, la mise en place des obligations qui découlent des conditions générales posées par la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'en fait, pour être agréé en tant qu'organisme de formation, vous devez accepter les conditions générales. Donc on a un premier sujet sur le développement des contrôles et en particulier le contrôle de service fait. Ça pose une question adjacente qui est la façon dont les contrôles se réalisent, puisque ce sont des contrôles administratifs. Donc là, on fait application de toutes les règles sur les contrôles administratifs, c'est-à-dire le contradictoire, le droit de se taire, la possibilité de contester les décisions, la possibilité d'être entendu, etc. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la co-construction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer le contenu des formations en faisant intervenir les branches, en faisant intervenir les financeurs, en faisant intervenir également les entreprises, puisque les entreprises ont évidemment intérêt à former leurs salariés et éventuellement à le faire financer par le CPF. Donc, quelle peut être leur position? Donc, je dirais que les évolutions sont celles-ci. Et on aura fin décembre 2025 le fameux décret de fin d'année, comme on a eu fin décembre 2024 un décret
qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle le SI-CPF, Système d'information CPF, qui permet à la Caisse de retracer l'ensemble des événements indésirables, malheureusement, qui concernent chaque organisme de formation pour faire une forme de, si vous me passez l'expression, casier judiciaire de chaque organisme de formation. On va conclure là-dessus, on va suivre tout ça de près. Merci Maxime Seynaud d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Veille-Jourde. Absolument. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la prime de partage de la valeur. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la prime de partage de la valeur avec mon invité Julien Perdriso-Renaud, avocat senior chez Simons & Simons. Julien, bonjour. Bonjour Arnaud. La prime de partage de la valeur est un dispositif qui permet à l'employeur de verser une prime annuelle à leurs salariés dans un cadre fiscal et social avantageux. Pouvez-vous nous présenter le régime social de la prime de partage de la valeur ? Avec plaisir Arnaud. Alors que l'on soit salarié d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise, eh bien, il y a une exonération sociale, de cotisation sociale, dans une certaine limite. Cette limite, c'est 3 000 €. Au-delà, la PPV, donc la prime de partage de la valeur, est soumise aux charges sociales comme un salaire. Et cette limite de 3 000 €, elle passe à 6 000 € dans les petites entreprises s'il y a un accord de participation ou d'intéressement volontaire, et dans les grandes entreprises s'il y a un accord d'intéressement. Concernant la CSG et la CRDS, également la taxe sur les salaires, il y a une exonération pour les petites entreprises, pour leurs salariés, lorsqu'ils gagnent moins de 3 fois le SMIC annuel, ce qui représente à peu près 64 000 € pour 2025. Alors, il y a un certain nombre de changements qui ont été introduits par la loi ANI du 29 novembre 2023. Quels sont ces grands changements ? Alors, cette loi ANI a réformé la PPV à compter de 2024. Il y a eu 3 grands changements. Tout d'abord, il est possible désormais de verser 2 PPV par an, en une ou plusieurs fois. Deuxièmement, il y a une prolongation jusqu'en 2026 de l'exonération de CSG, CRDS et d'impôts pour les salariés des petites entreprises. Et dernièrement, et ce qu'il y a de plus important dans cette réforme, c'est que la PPV, elle est éligible désormais, on peut l'investir dans un plan d'épargne salariale ou de retraite, ce qui permet une exonération partielle d'impôts et ce qui permet également à l'employeur de faire un abondement pour les salariés. Concrètement, comment on met en place une prime de partage de la valeur ? C'est très simple. Il y a 2 possibilités. Soit la prime est mise en place par un accord d'entreprise qui est négocié avec les syndicats de l'entreprise, le CSE ou ratifié par 2 tiers des salariés de l'entreprise. Ensuite, cet accord, on le transmet à l'administration via le site TeleRC. Deuxième option, il est possible de la mettre en place par une décision unilatérale de l'employeur. Et ensuite, on consulte le CSE ou s'il n'y a pas de CSE, on informe les salariés par tout moyen. Quelles sont les principales tendances en matière de partage de la valeur ? Alors, je pense qu'il faut rappeler tout d'abord qu'il n'y a pas de montant maximum pour la prime de partage de la valeur, la PPV. Donc, finalement, l'employeur, il est libre de la fixer. Les 3 000 € ou les 6 000 € dont on a parlé tout à l'heure, c'est la limite applicable aux exonérations. D'accord. Alors, comment ça se passe en pratique ? En 2023, les entreprises ont versé une PPV à près de 5,6 millions de salariés pour un montant de 5,27 milliards d'euros, ce qui représentait une prime moyenne de 885 € par salarié. D'accord. En 2024, les premiers chiffres montrent un ralentissement qui est dû à la fiscalisation de la PPV. Le premier trimestre 2024, il y a eu moins d'un demi-milliard d'euros partagés sous forme de PPV, contre 2,7 milliards au trimestre précédent. Pour 2025, il devrait y avoir une reprise qui est liée à la nouvelle obligation pour les petites entreprises qui génèrent du profit de mettre en place un mécanisme de PPV ou un autre mécanisme d'intéressement, de partage de la valeur. Voilà. Alors, justement, on parle de prime de partage de la valeur. Pouvez-vous revenir sur cette notion de valeur ? C'est une question très intéressante. Effectivement, quand on parle de partage de la valeur,
on peut se demander finalement quelles sont les valeurs que l'on partage. Eh bien, c'est très simple. Quand une entreprise partage du salaire, du bonus ou de l'incentive, elle partage sa marge opérationnelle, donc la valeur qui est partagée, c'est la valeur ajoutée. D'accord. Quand elle partage de l'intéressement ou de la participation, elle partage son résultat d'activité, donc finalement, la valeur partagée, c'est le résultat net. Et quand elle permet à des salariés de faire des plus-values ou des moins-values à base de son capital, en partageant son capital, la valeur qu'elle partage, c'est la valeur actionnariale. Et en pratique, on se rend compte que quand une entreprise veut mettre en place un mécanisme de partage de la valeur, à tort, elle va se référer au mécanisme juridique existant. Alors que l'approche serait d'avoir une réflexion en amont pour déterminer quels sont les fondements du partage de la valeur, quelles sont les raisons pour lesquelles on veut partager, quelles sont les stratégies, quels sont les résultats attendus et quand est-ce qu'on veut partager. Donc il faut une vraie réflexion. Exactement, une vraie réflexion qui permettra de déterminer les indicateurs. Par exemple, est-ce que l'on veut mettre en place un partage de la valeur qui est basé sur le cash flow, sur la valeur de l'action, sur la décarbonisation, et également le périmètre. Est-ce qu'on attribue uniquement au niveau de la société, au niveau du groupe ou des filiales, et ainsi, ça nous permet de déterminer les modalités pratiques, quels sont les bénéficiaires, quelle est la maturité du plan et sur quelle période on va observer ces indicateurs. Et donc, c'est cette réflexion qui va nous conduire à sélectionner tel ou tel mécanisme et non l'inverse. D'accord, on va conclure là-dessus. Merci Julien Perdriso-Renaud. Je rappelle que vous êtes avocat senior chez Simons & Simons. Merci beaucoup Arnaud. Merci de votre fidélité. C'est le moment de se quitter. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.